On s'arrête maintenant sur ce point important, des suspects qui ont été arrêtés et qui ont été torturés. Des images ont même été largement diffusées sur les réseaux sociaux. Des ressortissants du Tadjikistan. Mais les suspects ont été vite arrêtés, leurs aveux arrachés. Quelle crédibilité générale vous leur accordez? Vous avez peut-être entendu le général Yakovlev tout à l'heure qui disait « Moi, je pense qu'on a attrapé 4 personnes comme ça. On leur fait porter peut-être un peu le chapeau. C'est un récit un peu rapidement monté. » Il faut essayer de... On est quand même dans un monde extrêmement mouvant en termes d'information. Et donc, au départ, d'ailleurs, ils étaient arrêtés en route vers la Biélorussie, puis ça a changé. Maintenant, c'est vers l'Ukraine. Donc, il faudrait quand même regarder exactement où ils ont été arrêtés. C'est à peu près à mi-chemin entre les deux. Voilà. Mais plutôt plus près de la frontière de Biélorussie que de la frontière ukrainienne. Voilà. Après, bon, c'est un peu un débat sur le sexe des anges, parce que de toute façon, les frontières, dans ces cas-là, elles sont fermées immédiatement. Rappelez-vous ce que le gouvernement français avait fait. Pas immédiatement, ce qui avait permis à Abdeslam de passer en Belgique. Oui, mais c'était à 1 heure de route. Donc je pense que là, on n'est pas quand même du tout dans les mêmes distances. Bon, derrière ça, si vous voulez, moi, les suspects, là, d'abord, ils ont été ouvertement et volontairement torturés. Enfin, tout le monde a vu les images. En tout cas, elles ont circulé abondamment en France. Rien que ça, si vous voulez, ça... D'abord, quand on est suspect, on n'est pas encore coupable. Donc, je veux dire, il y a eu toute une mise en scène pour montrer d'abord que le gouvernement russe réagissait avec férocité, mais ça ne fait pas d'eux des coupables, si vous voulez. C'est un peu le problème. C'est que, d'abord, où sont les autres ? Parce que moi, je pense qu'on ne fait pas une attaque comme ça à 4, et il faudrait regarder un peu mieux s'il n'y avait pas d'autres. Tout ce qu'on a vu, en tout cas, moi, ce que j'ai vu sur les vidéos qui circulaient, c'est au moins un trinôme, avec 2 hommes avec des armes et un derrière qui leur donnait des chargeurs. Donc, c'était assez bien organisé. Mais ça suffit pas pour en même temps mettre le feu sur le toit, etc. Donc, si vous voulez, pourquoi ces 4-là effectivement, ils ont tout l'air d'être ressortissants de Tadjikistan, mais ça fait pas d'eux des coupables. Alors, donc moi, je serais peut-être pas aussi catégorique que Michel Yakovlev, parce que bon, mais on voit bien qu'ils ont été extrêmement maltraités. Et que de toute façon, ils diront tout ce qu'on a envie qu'ils disent. Alors, les 4 qu'on a vus avec les visages tuméfiés, ce sont ceux donc, qui sont accusés d'être ceux qui ont tiré. Et il y en a, voilà, ceux-là. Il y en a 3 autres qui ont été inculpés aujourd'hui et qui seraient plus dans la logistique. En tout cas, voilà, on imagine que c'est comme ça que les Russes vont les présenter. Qu'Éric Poncet, parlez-nous un peu du Tadjikistan, parce que, évidemment, nous, vu d'ici, on découvre un peu cette république d'Asie centrale, dont on rappelle qu'elle borde l'Afghanistan. Est-ce que c'est un nouveau foyer terroriste et est-ce qu'on le savait déjà ? Alors effectivement, on le savait, le Tadjikistan, c'est un peu le maillon faible face à l'État islamique en Asie centrale. Il est pris en sandwich entre l'Ouzbékistan, l'Afghanistan et la Chine, et c'est le principal fournisseur de main-d'œuvre immigrés pour la Russie. Il y a 1/3 des Tadjiks qui vivent en Russie, c'est à peu près 3 millions de personnes. Donc c'est une population extrêmement importante en Russie et qui est assez mal perçue, puisqu'elle se charge des tâches perçues comme les moins nobles dans la société. Donc les Russes n'ont pas une grande les estime. Chauffeurs de taxi, s'ils sont sur les chantiers, etc. Voilà, c'est ça. En 2022, par exemple, le nombre de migrants tadjiks en Russie a augmenté de 200%. Donc il y a une énorme présence de cette population. En 2022 ? En 2022. Pour compenser ceux qui partaient à la guerre, on l'imagine. Tout à fait. Et donc, voilà, le Tadjikistan est un peu le fournisseur de main-d'œuvre et en même temps le QG, si on peut dire, de l'État islamique dans la région. Et on peut supposer qu'effectivement, les attentats ont été préparés à cet endroit-là. Alors aujourd'hui, Vladimir Poutine, on est largement revenu dessus, ne parle plus que de la menace ukrainienne. Mais écoutez ce qu'il disait. On regarde un petit peu dans le rétro. C'était il y a 2 ans et demi, avant la guerre en Ukraine. Selon nos informations, le nombre de combattants de l'État islamique dans le seul nord de l'Afghanistan est d'environ 2000. Leurs chefs préparent des plans pour étendre leur influence dans les pays d'Asie centrale et des régions russes en attisant les conflits ethno-confessionnels et la haine religieuse. Les terroristes cherchent à s'infiltrer sur le territoire des pays de la CEI, notamment en se faisant passer pour des réfugiés.
Ça ajoutera certainement à son dossier sur la faille de ses services, sa faille à lui de ne pas voulu entendre ou voir les menaces, puisqu'il avait visiblement le scénario déjà écrit entre les mains et qu'il l'avait lui-même lu et officiellement devant sa population. Et ce qui montre que la menace était parfaitement identifiée, en effet, parce qu'en plus, donc cette intervention remonte à il y a 2 ans et demi. Les talibans viennent de prendre le pouvoir en Afghanistan. L'État islamique au Khorasan, c'est l'ennemi juré des talibans qu'ils trouvent finalement trop modérés. Et puis, en fait, ensuite, il y a l'invasion en Ukraine. Et là, on comprend bien que, même si les services continuent de garder évidemment un œil quand même sur la menace venue de ce pays, ils se focalisent davantage sur l'Ukraine, évidemment, et puis sur la traque aussi aux opposants de l'intérieur. Mais il faut savoir que au début du mois, il y a eu un attentat déjoué à Moscou. Francis Eureka, c'est ce qu'a expliqué le FSB contre une synagogue et qui était signé de l'État islamique au Khorasan. Donc il y avait quand même il y avait quand même une volonté de suivre ces filières. Est-ce que le FSB en avait véritablement les moyens avec le front ukrainien, le front de l'intérieur, et puis si on y ajoute le front islamiste, voilà, c'est peut-être là qu'il y a eu un problème et que cette menace terroriste, elle est passée au dernier plan par rapport aux priorités de Vladimir Poutine, qui était en plus, ces derniers jours, enfin ces dernières semaines, dans sa campagne électorale, qui voulait une réélection sans problème. Et ce groupe État islamique au Khorasan, qu'on redécouvre d'une certaine façon à l'occasion de cet attentat, on se rend compte qu'on en avait déjà entendu parler en France, figurez-vous. C'est le président de la République lui-même qui l'a rappelé lors de son voyage en Guyane. Cet attentat a été revendiqué par l'État islamique et les informations dont nous disposons, dont nos services disposent, comme nos principaux partenaires, indiquent en effet que c'est une entité de l'État islamique qui a fomenté cet attentat et la mise à exécution. Ce groupe particulier qui est impliqué, semble-t-il, dans cet attentat, avait conduit ces derniers mois plusieurs tentatives sur notre propre sol. Et donc, compte tenu de ses ramifications et de ses intentions, par mesure de précaution, mais avec des éléments crédibles et solides, de décider de hausser la posture de Vigipirate. Vous vous souvenez que nous l'avions réduite en début d'année. Elle avait été elle-même haussée après les attentats d'Arras. Donc c'est une mesure qui est cohérente compte tenu de la revendication de cet attentat et du fait que ce groupe a plusieurs fois tenté de toucher le sol français. Est-ce que ça montre, général, que l'État islamique a retrouvé une capacité de projection, comme on dit dans le milieu militaire, c'est-à-dire d'envoyer des forces à l'extérieur ? C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu inquiétant parce qu'il y a quand même une remontée de cette menace qu'on avait un peu oubliée, ou en tout cas qui était passée au deuxième plan, notamment parce que la coalition contre Daesh avait considérablement réduit les capacités de Daesh, qui depuis se sont quand même un peu reconstituées. Et on voit que notamment en Syrie, puisque le califat était un territoire qui était à cheval entre la Syrie et l'Irak, eh bien, en Syrie, les attaques réaugmentent depuis 1 ou 2 ans, régulièrement. Et donc, les zones non contrôlées de cet espace aux confins entre la frontière entre l'Irak et la Syrie, et donc des zones non contrôlées parce que finalement non utiles économiquement et où il y a peu de population, sont encore des endroits dans lesquels l'État islamique est encore assez vivant. Et évidemment, là, on y revient, il y a l'Afghanistan qui est quand même un foyer purulent, et malgré la lutte des talibans, en tout cas officiellement, contre l'État islamique, d'abord, eux sont bien placés pour savoir que l'Afghanistan, c'est un pays qui est dur à maîtriser. Donc la coalition internationale n'a jamais réussi à le faire réellement. Et eux, même si finalement ils sont chez eux, ils ont cette difficulté-là, doublée du fait que quand on est extrémiste, on a toujours une chance d'être doublé par la droite, par plus extrémiste que soi. Parce que quand on alimente l'extrémisme, on a toujours des gens qui veulent être plus purs que vous. Et aujourd'hui, le conflit entre Al-Qaïda et les talibans d'un côté et l'État islamique, c'est ça. C'est à celui qui sera le plus pur et qui prendra la bannière de la lutte contre les mécréants. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, au Khorasan, il y a une vraie dynamique positive, si on peut employer l'expression, en faveur de l'État islamique.